Alors bonjour à tous, bonjour aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Mon nom est Antoine Flao, je suis le directeur de l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Mais aujourd'hui, notre colloque de l'Institut de santé globale est entièrement dédié à Joanne Liu, qui est ici présente, et à son livre que vous avez peut-être lu, en tout cas tous vus, l'Ebola, les bombes et les migrants. Ça va être donc un colloque très particulier puisque Roberta Petrucci, qui est ici avec nous, qui est à la fois doctorante de l'Institut de santé globale, mais aussi une collaboratrice de Médecins sans frontières et qui a beaucoup connu et travaillé avec Joanne, va être l'animatrice de notre session. Merci beaucoup, Joanne, d'être venue du Canada pour nous parler dans ce monde troublé, dans ce monde compliqué, y compris dans le milieu académique. Ce n'est pas trahir un secret que dire que Joanne pensait faire à peu près la même session à l'Université de Columbia aux États-Unis, et puis à NYU, pardon, et puis ça a été annulé. Donc, c'est pas simple. Et pourtant, Joanne va nous parler, et nous parle dans son livre, de solidarité, de liberté, d'humanitaire. Donc, je pense qu'on a besoin de ce message ici, particulièrement à Genève, où on est beaucoup touché par tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et on est très, très heureux que nos étudiants soient ici venus pour, après avoir lu le livre dûment depuis plusieurs semaines, pour lui poser des questions sur son livre, et ils se sont répartis les questions, et c'est Roberta qui va animer la session d'aujourd'hui. Donc merci à tous. Ceux qui sont en ligne, vous pourrez poser vos questions plutôt sur le chat, mais aussi d'ailleurs, si vous voulez, après oralement, vous lèverez la main et on vous donnera la parole. Et si c'est sur le chat, on lira les questions, on les transmettra à Roberta. Merci encore, et merci Roberta d'animer les débats d'aujourd'hui. Merci à toi, Antoine. Merci beaucoup à Joanne d'être là. C'est vraiment un plaisir d'animer cette table ronde. Et c'est un plaisir d'être là avec Joanne. On s'est croisés à plusieurs reprises à MSF et on continue à se croiser. Donc, c'est toujours vraiment agréable. Et je partage ce plaisir avec mes collègues étudiants, médecins et infirmières que je vais rapidement présenter. Donc, Elisabeth Rioux, Elsa Gaillard, Rosie Jouot, Audrey Pouvrasso, presque, Pouvrasso, Arnold Solou et moi, Roberta Petrucci. Et on a eu le plaisir, en fait, de préparer cette table ronde dans l'idée de lire ensemble les livres, discuter les questions, et c'était vraiment un exercice extrêmement enrichissant qu'on va partager avec vous. Et Joanne, elle n'a pas besoin de beaucoup de présentations parce que, voilà, elle est assez connue. Mais je trouve intéressant de partager quelques points que, en fait, j'ai découvert en lisant les livres, assez spécial. Joanne, elle a beaucoup de choses, elle a été beaucoup de choses, surtout d'abord, elle est pédiatre urgentiste. Moi, à la base, je suis pédiatre aussi. Et elle est professeure à l'Université de Montréal. Elle est surtout membre de MSF où elle a eu plusieurs casquettes à plusieurs reprises. On va rediscuter. Mais quelque chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que ce parcours a commencé étonnamment à l'âge de 13 ans. Je viens de découvrir sur le livre quand elle a décidé qu'elle voulait vraiment intégrer MSF. Et à 19 ans, elle était déjà bénévole au bureau de New York, si je ne me trompe pas. Et je la vois tout à fait être là pour commencer son engagement. Engagement qui a pris vraiment forme en 96, quand elle a intégré en fait les missions en tant que pédiatre urgentiste. Et de là, elle a été lancée dans 30 missions différentes, avec des rôles aussi différents au niveau des sièges, mais surtout, et c'est pour cela qu'on la connaît, elle était présidente de MSF International depuis entre 2013 et 2019. Moi, je pense que Joanne était vraiment l'incarnation de la phrase fameuse qu'on a sortie lors de la réception du Nobel, quand on dit que nous ne savons pas si les mots peuvent sauver des vies, mais nous sommes sûrs que le silence tue.
Parce que je pense que depuis le tout premier engagement de Joanne, elle n'a jamais resté en silence. Et je peux vous dire que je n'ai jamais eu j'ai jamais été de l'autre côté de la négociation, mais ça doit être une tâche très difficile d'être engagée dans des discussions avec elle parce que c'est une femme extrêmement motivée, entre autres. Donc, elle était au centre de beaucoup de crises et à l'intérieur de MSF et dans des crises humanitaires autour du monde. On les voit très bien dans les livres, on nous raconte très bien ces crises et les moments de débats internes et de doutes personnels. Et ça, c'est vraiment une richesse de ces livres, même pour ceux comme moi qui ont un peu suivi l'histoire de MSF. Et je voudrais partager, pour finir, avant de donner la parole à mes collègues, la première fois que j'ai rencontré Joël Youn, c'était une rencontre très banale, en fait. On était tous les deux à l'aéroport de Genève. C'était quelques jours avant Noël 2013. Donc, elle était au sommet de sa carrière. Elle venait d'être élue présidente internationale. Et moi, j'étais pédiatre et je partais pour ma première mission dans les poules d'urgence de MSF Suisse. Donc, on se croise vraiment sur les escaliers. On fait quelques petites causeries, tout fait quoi. Rentrer pour les vacances de Noël, banal. Mais là, je me suis dit, impressionnant. Une femme comme ça, pédiatre comme moi, qui décide de prendre les rôles, à mon avis, les plus compliqués à MSF. Qui connaît MSF, mais même qui a lu les livres, comprend très bien que déjà être dans certaines positions de haut niveau, c'est compliqué. Présidente internationale, c'est extrêmement compliqué. Mais la chose qui me frappait le plus, que je me suis posée, à la question que je me suis posée, c'est comment quelqu'un qui est pédiatre, urgentiste, qui a l'habitude d'être à côté du lit du patient, très proche des enfants et de leur famille, décide de prendre les rôles qui, à mon avis, à l'époque, étaient le plus loin possible de nos bénéficiaires. Eh bien, avec ton exemple, Jean, tu m'as démontré exactement le contraire. J'ai l'impression que tu as pris ce rôle exactement pour remettre les patients, leurs familles, leur communauté au centre du débat de MSF. Et ça se voit tout au long du livre. Je lis juste un petit parti, après on avance. Qu'est-ce que c'est qui me tient éveillé la nuit lorsque je pense à MSF? Je demeure éveillée lorsque j'ai le sentiment que nous perdons de vue notre but premier, qui est de traiter des patients dans des contextes de crise. Nous devons aborder les défis actuels et futurs auxquels MSF est confronté à travers la lentille des besoins de nos patients et fournir des soins de première qualité autant que possible partout où nous sommes à Louvre. Ça a l'air d'être banal, mais il ne l'est pas. Donc, merci beaucoup, Joanne, pour ça, pour ton exemple et pour m'avoir montré aussi qu'on peut bien être pédiatre et être très vocal par rapport à ça et s'engager, je pense, chacun dans son petit coin pour remener ça et les patients au centre de la discussion. Et là, je m'arrête, je passe la parole pour la première question à Elisabeth. Merci beaucoup, Roberta. Ma question est, quels ont été les principaux défis auxquels MSF a dû faire face lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016, sachant qu'il s'agissait de la première grande flambée sans vaccin ni traitement spécifique? Bonjour tout le monde. Et merci beaucoup pour l'introduction, Antoine et Roberta. Très généreux de votre part. Donc, il n'y a pas de sous-titres, donc bonne chance. Sinon, je crois que ce qui était assez important par rapport à cette épidémie-là en Afrique de l'Ouest en 2014-2016, c'est le fait qu'il y avait pas de traitement spécifique ni de vaccin. Et que c'était à une échelle qui était du jamais vu. La plus grosse épidémie d'Ebola avant ça est en Ouganda en 2000, où il y avait eu 400 cas. Et juste pour rappel, l'épidémie de 2014-2016, il y a eu plus de 28 000 cas, puis il y a eu plus de dizaines de milliers, je pense que c'est 11 000 personnes qui sont décédées. Donc, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu des centres d'Ebola qui avaient plus de 20 lits. On était rendu à 100, voire jusqu'à 200. Donc, l'échelle de traitement était quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui était le plus difficile pour l'équipe, c'est que très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de gens qui avaient le savoir-faire de l'Ebola.
parce que, avec le temps, beaucoup d'organisations, incluant l'OMS, au niveau du savoir-faire terrain, s'étaient un peu éloignées parce que c'est tellement une maladie où on n'avait pas d'outils que les gens se sont désintéressés. Tu ne peux pas sauver de vie, hein, tu regardes des gens mourir avec les fièvres hémorragiques. C'est un peu ça dans le temps. Et cet accompagnement-là, et pour un soignant, c'est un constat d'échec. Donc, c'était s'engager dans cet accompagnement-là, essayer de faire avancer la science en même temps, puis se rendre compte que très, très vite, on était dépassé. Et je vais finir avec cette anecdote-là. Je me rappellerai toujours quand j'avais parlé à des gens qui étaient en charge d'un centre d'Ebola en Afrique de l'Ouest qui m'avaient dit, ça c'était en fin août 2014, Joanne, on ouvre nos centres d'Ebola seulement 30 minutes le matin pour remplir les lits des patients qui sont décédés pendant la nuit. C'est la première fois que je fais une mission où la morgue n'est pas assez grande pour accueillir nos patients. Et c'est comme ça, quand on est allé faire un plaidoyer aux Nations Unies, qu'on a dit, mais c'est quand même, et je me rappelle d'avoir pris les mots du terrain, on construit des morgues au lieu de construire des centres de traitement. Bon, voilà, je vous laisse partager pas les microphones. Je peux? Oui, oui. D'accord. Merci Roberta. Et donc, moi, je vais commencer, Roberta, à partager un passage. Moi, je vais commencer par partager un passage que j'ai bien aimé dans le livre. Vous le saurez pourquoi. Vous avez dit, c'est en République démocratique du Congo, aux prises avec quantité de conflits internes depuis plus d'un quart de siècle, que j'ai effectué le plus grand nombre de mes missions. Au cours de mes missions dans le pays, j'ai développé pour les Congolais une immense admiration. Ils sont incroyablement résilients et courageux. Ils sont pragmatiques et ils ont malgré tout un remarquable sens de l'autodérision. Je peux vous dire que vous avez totalement raison parce que vous avez un Congolais devant vous. En tout cas, c'était mon passage. Je vous remercie pour ce partage, surtout que notre pays connaît beaucoup de conflits et je vous remercie d'avoir mis ce passage dans ce livre. Alors, cela me permet de revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez visité un centre de traitement. Et justement, en 2014, il y a une explosion de cas. Ebola apparaît. 3 pays, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Les statistiques font peur. Presque 500 cas par semaine qui meurent. On dit qu'une personne sur 2 qui est atteinte va carrément en décéder. Et vous, docteur Liu, vous vous rendez dans un centre de traitement. Vous dites dans le livre que vous êtes obligé de porter, oui, protection, et rien n'y peut naître, sauf une chose, la peur. Alors, la question que je me pose, quand je voulais vous poser, c'est de savoir, qu'est-ce que vous avez découvert quand vous êtes rendu pour la première fois dans un centre de traitement Ebola? Quelle était l'ambiance et comment on fait pour traiter, alors qu'on connaît les risques que l'on encourt en tant que praticien, en tant que prestataire de soins? Merci Arnold pour la question. En fait, c'est 8 étapes pour mettre sa protection personnelle. Donc, je pense que maintenant, on est un petit peu plus familier avec ça, avec la COVID-19 qu'on a eue il y a quelques années. Mais ce qui m'avait profondément marqué quand j'étais allée voir les centres de traitement d'Ebola de Médecins sans frontières, c'est le fait que on a des patients qui sont dans des lits, ils sont seuls, et on a des soignants habillés en protection personnelle, en cosmonautes, qui peuvent rester seulement quelques minutes quand ils font leur visite médicale, parce qu'en général, on restait environ 1 heure, parce que c'était tellement chaud, les protections personnelles. Et ce qui m'avait profondément troublée, c'était côtoyer la mort à tous les jours. Donc, moi, je serais dans une urgence à Montréal, une urgence pédiatrique, soins tertiaires, 90 000 visites par année. À l'urgence, on voit 4 décès par année de patients. Dans une visite médicale de 60 minutes, j'ai vu 6 décès. Et c'est là que ça frappe. C'est ce volume-là de vie perdue, et c'est surtout le fait que les gens meurent tout seuls. Et je me rappellerai toujours quand j'ai vu un enfant, parce que moi je suis pédiatre, donc j'ai un cœur de pédiatre, et que j'ai vu un enfant pleurer qui avait à peu près 2-3 ans tout seul. Il hurlait sa détresse, il hurlait son angoisse face à la mort.
Et il n'y avait personne pour le consoler. Puis je dis, c'est pas normal de mourir tout seul, mais c'est pas normal de mourir sans sa mère, sans son père. Et là, intimement, je me suis fait la promesse, toute ma vie, je vais me battre pour que les gens ne meurent pas seuls. Ça, c'est pas possible quand même. Ça, c'est le minimum qu'on puisse faire. C'est une des prises de parole que j'ai fait pendant la COVID-19, où j'ai plaidoyé pour que les familles puissent aller dans les... Chez nous, ça s'appelle les centres d'hospitalisation de soins prolongés. Je sais pas comment ça s'appelle ici en Suisse, mais c'est les personnes âgées parce que la famille n'a pas le droit de visiter leurs parents pendant la COVID-19 et plusieurs personnes sont décédées tout seules. L'homme n'est pas fait pour mourir seul. L'homme et la femme. Ou l'homme, la femme et plus. Voilà. D'ailleurs, par rapport à cette anecdote, vous n'avez pas pu tenir. En lisant votre livre, il y a eu un moment où vous vous êtes laissé aller et les équipes avec qui vous étiez, le binôme, vous a un peu regardé parce que vous étiez allé jusqu'à reprendre quelqu'un dans les bras, alors que vous étiez dans un centre de traitement Ebola. Ouais, ben, à un moment donné, on se dit on a des protections personnelles pas pour rien, donc c'est pour se protéger. Et c'est juste que l'histoire, ça m'avait assez troublée, c'est qu'il y avait un monsieur qui était assis dans son lit comme ça. Et puis, à ce moment-là, on n'avait pas des traitements hyperactifs dans le sens que on leur donnait des trucs pour se réhydrater, on leur donnait quelque chose pour s'alimenter. Puis, chez certains, quand ils étaient très hypothéqués, on leur donnait une intraveineuse. Et ça, c'était dans le meilleur des cas, parce que ça n'arrivait pas toujours. Et là, j'ai vu un monsieur qui m'a regardé et il s'est mis à saigner du nez. Et là, j'ai vu dans ses yeux l'angoisse totale, parce qu'il venait de comprendre qu'on changeait d'étape et qu'il rentrait dans une nouvelle phase de sa maladie. Et j'avais tellement pas de mots et je savais tellement pas quoi faire que j'ai juste fait, je me suis arrêtée, j'ai pris dans mes bras puis je lui ai dit au revoir. C'était ma seule façon d'exprimer ma solidarité. Alors, vous le dites, il y a beaucoup de cas, des centaines qui tombent, et donc des besoins. MSF a énormément besoin d'aide, et pour ça, vous parcourez le monde. Vous allez en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes de tous les combats jusqu'à New York, mais vous n'arriverez absolument à rien. En tout cas, en termes d'aide, vous n'arrivez pas à faire prendre les choses. Et le docteur Piot, je crois, qui est l'une des personnes qui a découvert le virus de l'Ebola avec le professeur Jean-Jacques Muyembe, vous dit une phrase qui est terrible, une phrase choc, en tout cas pour ma part. Il vous dit qu'il n'y a que deux choses qui intéressent les États, c'est la sécurité et l'argent, le reste, c'est de la littérature. Mais il se fait une bascule. À un moment, les choses s'accélèrent. En tout cas, les choses changent. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a fait en sorte que les pays occidentaux prennent maintenant la mesure de la réalité, de la gravité qu'il y avait en Afrique? Oui. Avant, je vais juste faire une petite nuance par rapport à, vous savez, la réponse pour n'importe quelle crise, parce que souvent c'est occulté ou c'est pas dit en tout cas avec emphase, c'est que les gens qui apportent les soins, les premiers, c'est les gens sur place. Donc, que ce soit un tremblement de terre, que ce soit une épidémie, localement, les gouvernements se sont mobilisés, les organisations sur place, les communautés dans les trois pays. Donc, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'ils font 90% de la job quasiment tout le temps. Et il faut le rappeler. Et nous, on apporte quelque chose des fois complémentaire, des fois on n'est pas aussi bon qu'on voudrait l'être. Par rapport, mais ce qui était assez flagrant dans ces trois pays-là, c'est que vu qu'il n'y avait pas de protection initialement, puis il n'y avait pas tous les protocoles mis en place, très vite le personnel s'est infecté et donc les hôpitaux n'étaient plus accessibles, n'étaient plus fonctionnels. Donc nous, très rapidement, pour plusieurs, au début, une des premières choses qu'on a dit, Médecins sans frontières, en mars 2014, c'est pas comme d'habitude. Et pourquoi c'est pas comme d'habitude? C'est qu'on a des chaînes de transmission qui sont à plus de 250 km de séparation. Donc, ça veut dire qu'ils sont autonomes. Donc, ça va flamber ensemble dans plusieurs endroits géographiquement séparés. Donc, ça, c'est une chose. Et initialement, dans le plaidoyer, c'est qu'on parlait, puis on disait toujours, ben, les pays sont dépassés, il faut apporter des soins, il faut les aider à la réponse, tout ça. Et ça avait zéro résonance. Et ce qui a été le point tournant, c'est qu'en juillet 2014, il y a deux volontaires d'une ONG qui s'appelle Samaritan Purse qui ont été infectés et qui ont été rapatriés aux États-Unis. Et là, pour nous, c'était clair, ça changeait la donne.
les Américains avaient de l'Ebola sur leur territoire. Et là, on est passé de l'indifférence à l'hystérie. Et je me rappelle, parce qu'à ce moment-là, je sollicitais d'avoir un rendez-vous avec la directrice générale de l'OMS. Je l'avais eu au mois d'avril, mais elle n'avait pas, en tout cas, j'avais eu zéro résonance dans notre plaidoyer. Mais là, en juillet, quand on a demandé un rendez-vous, c'est oui, je vous attends là, venez nous briefer, on vous attend. Et donc, il y a eu un emballement. Et c'est ce qu'on m'avait déjà dit dans le passé quand j'avais fait ma maîtrise en leadership en soins de santé. C'est quand les gens n'entendent pas, il faut changer de narratif. Donc, quand on lui disait des gens de l'Afrique de l'Ouest qui sont en train de mourir et le système n'est pas capable de répondre, oui, bien sûr, docteur Liu, très, très, très préoccupant. Mais après ça, quand on dit, en passant, c'est chez vous, puis c'est quand même un peu étonnant que vous n'avez pas envie de développer vos connaissances par rapport au traitement de la fièvre hémorragique. Et là, ça avait une résonance. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai cité dans mon livre que Charles de Gaulle apparemment avait dit, mais il y a plein de gens qui semblent s'approprier cette phrase-là. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Merci, docteur. Merci, on passe la parole à Rosie. Merci beaucoup, ça m'a très touchée, vos histoires. Donc, en lien avec ça, ce qui m'intéresse, c'est votre perception les fonctions de l'OMS, parce que vous avez dit dans le livre qu'il y avait beaucoup de retard et des conflits avec l'OMS. Ça vous a pris beaucoup de temps de les convaincre que c'était une grave urgence internationale. Et maintenant, on voit que l'OMS est en état de réforme parce qu'ils ont perdu beaucoup de financement. Donc, selon vous, est-ce que l'OMS devrait cesser cette fonction qu'ils ont de répondre aux urgences et laisser faire aux autres organisations comme l'OMS, comme MSF, ou est-ce qu'ils devraient plutôt améliorer leur fonctionnement? Comment vous voyez le futur de l'OMS face aux crises comme Ebola? Bon, ça, c'est des questions pas faciles. Mais quand j'ai rencontré Margaret Chan, qui était la directrice générale de l'OMS à l'été 2014, chose qui était claire pour moi, c'est qu'il y a un leadership médical qu'aucune organisation peut exercer. Et c'est notamment de faire l'appel d'une urgence en santé publique de portée internationale. Je l'ai seulement en anglais dans ma tête, mais merci Arnold. Donc, du coup, c'est nous, comme organisation, que ce soit Médecins sans frontières, que ce soit une autre organisation, on ne peut pas déclarer cette urgence de santé publique. Donc, pour moi, ce que je disais et ce que je maintiens toujours, le rôle en gouvernance mondiale de santé de l'OMS est irremplaçable. Le rôle aussi normatif de l'OMS est irremplaçable. Par rapport aussi à la recherche et d'avoir des standards, c'est irremplaçable. Et pour moi, ça, pour moi, doit être béton. Sur la qualification des médicaments, la qualification des traitements. Donc, pour moi, ça, il faut absolument qu'il livre en temps et en heure. Il ne faut pas qu'il y ait de délai. Après ça, le reste peut venir après, parce qu'il n'y a pas d'autres organisations qui peuvent faire ce rôle-là aujourd'hui. Donc, c'est important qu'il livre là-dessus. Après ça, le rôle opérationnel, c'est quelque chose qu'ils se sont appropriés. Ils trouvaient ça important. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je pense qu'il y a toute une déclinaison de réponses par rapport à ça. Donc, moi, en tout cas, mon plus grand plaidoyer, c'est que je veux m'assurer le côté normatif de l'OMS, le côté qualification de médicaments, le côté de feuille de route, de recherche et développement pour les virus émergents ou les virus déjà connus. Pour moi, c'est important et c'est là qu'ils doivent livrer chaussures. Merci. On passe la parole à Elsa. J'aimerais volontiers poser une question sur le bombardement de l'hôpital de Kunduz en 2014 par l'armée américaine.
Donc, pour rappeler les faits, l'armée américaine a bombardé cet hôpital avec de nombreux blessés, de nombreux morts. L'armée américaine a dit s'être trompée de bâtiment, Barack Obama a présenté des excuses publiques. Aujourd'hui, bombarder un hôpital, c'est devenu courant dans les conflits actuels, avec une violation de la Convention de Genève qui est assumée, contrairement à la situation de Kunduz, où c'était maquillé. Si on prend l'exemple de Gaza aujourd'hui, les hôpitaux sont ciblés avec une estimation de l'ONU de 70% des infrastructures détruites de manière générale contre 94% des structures hospitalières. Au début du conflit, en octobre 2023, le bombardement d'un hôpital avait engendré de nombreux morts et blessés, notamment parce que des gens s'étaient massés dans la cour en y prenant refuge, en pensant y être en sécurité. Une année plus tard, l'ONU décrit les structures de soins gazaouis comme un piège mortel. Vous écrivez dans votre livre, si une superpuissance prétendant à la supériorité morale peut placer la barre aussi bas, les autres pays ne se sentiront aucune obligation de faire mieux. On peut citer comme exemple actuel ou récent l'Ukraine, le Yémen, la Syrie, le Soudan du Sud, le Liban et hier l'Iran. Comment faire respecter la Convention de Genève quand elle est ouvertement transgressée? Comment faire entendre les appels des instances humanitaires et des ONG comme MSF? Merci pour la question. J'aimerais juste préciser par rapport à l'attaque de Kunduz, donc ça s'est passé le 3 octobre 2015. C'était Médecins sans frontières travaillait dans le nord-est de l'Afghanistan, à Kunduz. C'était un centre de traumatologie qu'on avait ouvert ses activités. On a débuté ses activités en 2011. On avait traité des milliers de personnes à ce moment-là. C'était l'endroit où on était connu. En fait, dans le nord-est de l'Afghanistan, dans ce temps-là, on l'appelait un peu le bijou de la vallée. Et tout le monde savait que s'il y avait une fracture, c'était l'endroit qu'il fallait aller se faire soigner. C'était ça. C'était un des rares endroits qu'on faisait des fixateurs externes. On a même commencé à faire des fixateurs internes pour les gens qui sont en médecine. Donc, tout ça pour dire que c'était connu. On avait pris 5 ans à négocier notre présence parce qu'on avait quitté le pays après le décès de collègues en 2004. On avait eu 5 de nos collègues qui avaient été assassinés à Médecins sans frontières. Donc, on avait négocié avec tous les acteurs sur place. Les gens nous connaissaient. Nos coordonnées GPS étaient partagées régulièrement avec le Pentagone, avec les forces spéciales, avec les talibans. Donc, puis en fait, dans la vallée, c'était le seul endroit qui avait un groupe et donc, du coup, qui avait l'électricité. Donc, tout le reste était noir. Donc, juste donc, il y a eu des frappes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'hôpital était près de la ligne de front. On était initialement côté gouvernemental jusqu'à une semaine avant les frappes où l'hôpital est passé côté taliban. Quand ça s'est fait, les talibans sont venus nous voir et ont dit, vous soignez tout le monde. Il n'y a rien qui change. Vous continuez à soigner tout le monde. Voilà. Et donc, on a continué à faire notre boulot en sachant qu'on était tellement près de la ligne de front que c'était des dizaines et des dizaines de patients qui arrivaient à tous les jours. On avait 3 salles d'opération, 24/7, que ça fonctionnait. Et la nuit du vendredi au samedi, du 2 au 3 octobre, c'était en fait une soirée qui était plutôt calme. Et en fait, tout le monde se disait, finalement, on va pouvoir reprendre le retard sur les salles d'op. Et je me rappelle, mon collègue qui était en charge à ce moment-là, il regardait le ciel puis il dit, tu sais, par MSF, on est toujours pareil, on fume quand on est stressé, donc il fumait, il tirait sur sa cigarette puis il s'est dit, bon, enfin une soirée tranquille. Et à 2 heures du matin, les frappes sont arrivées. La différence par rapport à toutes les autres fois, c'est que quand même, il y a un côté très insistant sur cette attaque-là, c'est qu'il y a eu 5 frappes. Et précise, sur le bâtiment principal, où il y avait l'urgence, les 3 salles d'op et les soins intensifs. 42 personnes sont décédées, 14 de nos collègues. Nos patients aux soins intensifs sont morts brûlés vifs dans leur lit. Ils ne pouvaient pas se sauver, ils étaient paralysés. Donc, je vous mets le contexte parce que ça nous a profondément choqués. Et donc, on était très, très, très choqués, très en colère et en même temps en deuil.
Et donc, on a demandé une investigation indépendante. On a voulu faire l'investigation humanitaire d'établissement des faits qui a été finalement activée quelques mois plus tard, qui n'avait jamais été activée avant. Mais on n'a finalement jamais eu l'accord des pays qui étaient impliqués, qui étaient l'Afghanistan et les États-Unis, parce que s'ils ne veulent pas, tu n'auras pas accès à la preuve, donc tu ne peux pas faire d'investigation. Donc, chaque entité a fait, il y a eu 5 investigations. Et donc, mais quand on regarde ça aujourd'hui, tu as l'impression, on se dit, ben, c'est tellement normalisé aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que c'était normalisé qu'il faut baisser les bras à quelque part. Moi, je pense qu'il faut nommer, il faut continuer à nommer les choses avec les gens qui font les attaques, parce qu'en restant silencieux, encore là, on rajoute à la normalisation et on est dans une dynamique d'impunité totale. Il demeure, comme on dit souvent à MSF, naming and shaming, nommer et blâmer publiquement, de façon générale, même s'il n'y a pas d'impact réel, les gens n'aiment pas ça, de façon générale. Donc, moi, je pense que c'est important de continuer. Est-ce qu'on est dans un immense dérapage? On est dans une crise morale mondiale. Je ne crois pas, avec ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, que l'histoire aura de l'indulgence envers nous, de ne pas s'être levé par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Moi, tous les jours, je ne dors pas bien, je continue à ne pas dormir. À tous les jours, j'essaie de nommer les choses. Et oui, on essaie de me museler. Et oui, vous allez être muselé. Et oui, vous allez payer des coups. Moi, je me suis fait mettre à la porte de NYU. J'ai possiblement, ça va affecter mon parcours professionnel. Mais à un moment donné, il faut se tenir. Et je crois que c'est important que vous, comme citoyens engagés, qui connaissez la situation, que vous essayez de contribuer à freiner ce dérapage-là auquel on fait face collectivement. Merci pour cette réponse. On passe la parole à Audrey. C'est difficile de passer derrière. On sent l'émotion encore concernant ce combat qui vous a beaucoup... vous avez longuement décrit dans le livre. Mais moi, je vais passer à des questions sur le thème de la migration, qui est le 3e grand chapitre, la 3e grande crise dont vous parlez. Vous avez eu à gérer quand vous étiez présidente de MSF International. Et dans le chapitre sur la migration, vous ouvrez le chapitre avec une citation d'une réfugiée que vous avez rencontrée en Grèce et qui vous dit « Si j'avais su que j'allais perdre toute ma dignité, j'aurais préféré mourir sous les bombes en Syrie. » Donc, c'est quand même des mots qui sont vraiment forts. Et moi, je me demandais comment on arrive à dire des choses comme ça. Qu'est-ce que ça raconte de l'histoire, de ce que vivent ces migrants sur la route, en fait, jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination? Bon, tout d'abord, juste que vous sachiez, moi, je suis d'origine chinoise. Mes parents sont des migrants de la Chine qui sont arrivés au Canada dans les années 50. Donc, moi, je suis un produit de la migration. Donc, je suis absolument biaisée, je vous le dis d'avance. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut le dire. Après ça, une fois que c'est nommé, on passe à autre chose. Mais je trouve ça important parce que moi, ça vient me chercher profondément. Et aujourd'hui, quand je vois qu'on criminalise des gens qui essaient, que leur seule culpabilité, c'est d'avoir quitté leur pays pour oser rêver d'un futur différent ou d'avoir fui des exactions ou des violences ou de la discrimination, c'est quand même hallucinant aujourd'hui de voir comment ils sont traités.
Et honnêtement, moi, je dis toujours, parce que je fais des prises de parole là-dessus quasiment toutes les semaines, mais c'est dans le sens que moi, je dis, on ne peut pas être bar ouvert. C'est pas possible. On sait ça. Donc, il va y avoir des règles. C'est une des raisons pour il y a eu le Global Compact en 2018, où on dit que il fallait que ça soit ordonné et que ça soit sécuritaire et régulier pour que les gens puissent absorber le flot de migrants. Ce que je trouve inconcevable aujourd'hui, et là, je vous parle plus parce que je ne suis pas tout à fait l'actualité qui se passe ici en Suisse, mais au Canada, nos dirigeants, nos premiers ministres, quand ils parlent avec indécence et dénigrement du migrant, moi, je dis, c'est pas nécessaire. Vous avez devant vous quelqu'un qui n'a rien envie, puis vous devez, en plus, le peinturer comme une menace existentielle à votre identité de Québécois ou de Canadien. Ça va quoi? Je pense que vous pouvez en parler avec dignité, et puis vous pouvez aussi dire qu'il y a des règles, qu'il y a des processus, et qu'on va essayer d'accommoder autant de gens, mais on peut parler des gens qui sont sur la voie migratoire avec dignité. On n'a pas besoin de les déshumaniser. Et ça, pour moi, c'est le minimum syndical. On n'a pas le droit de déshumaniser des gens qui cherchent un futur. Pour quelconque raison. Moi, je pense qu'en tant que citoyen du monde, c'est notre responsabilité. Et vous, en tant que chercheur, en tant qu'académique, en étant privilégié, je pense que c'est important que que vous ne laissez pas cette dernière ligne rouge-là dépasser. Et mon autre question, ça concernait, c'est toujours sur le même thème, hein. Vous dénoncez dans votre livre les accords qui sont passés entre l'Union européenne et puis les pays tiers comme la Libye ou la Turquie, à qui l'Union européenne délègue l'accueil des migrants, en fait. Sauf que dans ces pays, les droits humains ne sont pas respectés. Les migrants sont accueillis dans des conditions qui vous ont extrêmement choqué. Vous décrivez dans votre livre. Et la situation, elle est tellement critique que Médecins sans frontières a choisi de renoncer au financement de l'Union européenne. Donc, c'est quand même une décision qui n'est pas anodine. Et ma question, c'est comment ça se passe donc, concrètement pour les migrants dans ces pays partenaires de l'Europe et comment l'Union européenne peut-elle fermer les yeux sur cette situation et même l'entretenir à travers ses financements quelque part? Donc, on parle des centres de détention de la Libye. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi la situation réelle. Donc, là, on parle des années de 2016, 2017, 2018, dans le livre, 2019. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les gens de l'Afrique subsahélienne, pour essayer d'arriver en Europe, il y avait une espèce d'effet entonnoir et ils se retrouvaient en Libye, où à ce moment-là, ils étaient arrêtés de façon arbitraire et mis dans ce qu'on appelait, entre guillemets, des centres de détention, en sachant que c'était des centres de captivité, où les gens qui s'en occupaient, ce n'étaient pas des gens qui avaient eu une formation quelconque par rapport à organiser et à s'occuper d'un centre de détention. Et c'est devenu des centres des lieux de non-droit. Et vous pouvez parler à n'importe quelle personne qui est allée visiter ces centres-là, on est profondément marqué. Moi, j'ai travaillé dans les pas mal plusieurs pires guerres, mais je suis revenue extrêmement troublée parce que c'est de l'abus sur la personne à l'échelle industrielle et où les gens sont affamés, où les gens sont... il y a des violences sexuelles, où c'est incroyable comme situation. Et pourquoi nous tous qui sont allés à Médecins sans frontières, en tout cas dans le temps, qu'est-ce qui nous choquait profondément, c'est de se dire, c'est des fonds publics qui permettent de financer cet abus-là à échelle industrielle sur l'homme. Et c'est là que ça ne va plus. Et c'est là que nous, Médecins sans frontières, on a dit, ce serait une hypocrisie consommée que d'une main, on dénonce et de l'autre côté,
qu'on tend la main pour des fonds. Et donc, c'est là qu'on a décidé d'arrêter de prendre des fonds de l'Union européenne, en sachant que c'était débattu, qu'on s'est déchiré entre nous comme d'habitude, parce qu'on sait bien faire ça, Médecins sans frontières, pour ceux qui connaissent la maison. Et donc, mais il demeure que jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas recommencé à prendre des fonds de l'Union européenne. Donc, c'était un geste symbolique qui était quand même de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de millions européens d'euros. Et en même temps, c'était aussi parce qu'on pouvait se le permettre. Parce qu'il demeure je veux dire, on peut se permettre des gestes comme ça aussi quand on a Médecins sans frontières a quand même l'énorme privilège d'être en fonds privés. Donc, c'est vous, moi, ma tante, mon père qui donnent leur montant mensuel de 10 euros, 20 euros, 30 francs suisses par mois ou par 6 mois. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui fait notre indépendance financière comme organisation. Je dis on, puis quand je ne fais même plus partie de cette organisation, mais à Médecins sans frontières, c'est comme you can check out, but you can never leave. C'est Highway to Heaven. C'est comme ça. T'es pogné à vie avec ça pour le reste de ta vie. Il y a des pires mariages que ça, je vous dirais. La dernière question, c'est tout chose. Merci beaucoup. Vous avez souligné juste avant le paradoxe entre d'un côté l'émotion collective face à certaines figures emblématiques comme le petit Taylan ou Mamadou Gassama et de l'autre côté cette rhétorique politique qui déshumanise les migrants et qui les présente comme une menace pour la sécurité et l'identité nationale. Dans un contexte de montée des extrêmes droites en Europe, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce que cette crise migratoire, c'est vraiment une crise ou est-ce qu'on fait face à une instrumentalisation? Et comment devrait-on agir pour améliorer la situation sans mettre pour autant en péril la sécurité intérieure ou cette identité nationale? Ben, c'est sûr que le phénomène de migration existe depuis le début des temps. L'homme va migrer si sa survie est en danger. Donc, c'est sûr qu'on a atteint des chiffres qui sont je veux dire, des chiffres inédits, à quelque part. On est à 120 millions en déplacement forcé, plus ou moins, pour 2024. Donc, à peu près la moitié que c'est des réfugiés, d'autres, c'est des déplacés internes, puis d'autres, c'est en suspens dans différents statuts. Mais tout ça pour dire que c'est énorme. Mais moi, je trouve que la rhétorique, la narration de ce phénomène-là joue pour beaucoup pour polariser les gens. Et je crois que c'est important d'avoir un contre-narratif et d'avoir une humanisation par rapport à ça. Donc oui, c'est absolument l'épouvantail du migrant qui menace une société est utilisé partout. C'est quasiment un suicide politique pour un dirigeant d'avoir un discours je veux dire, bienveillant envers les migrants aujourd'hui. En tout cas, dans mon pays, c'est comme ça, au Canada. Donc, c'est absolument coopté, c'est absolument manipulé. Et je crois que oui, on a un devoir, notamment quand on est dans le centre universitaire académique, avec les faits et les données, de faire un contre-narratif. Ça, pour moi, c'est le minimum. Merci beaucoup. Rosie, tu voulais poser une autre question? Oui, avant de terminer avec nos questions, je vais juste annoncer que Jeanne fait partie de la commission Lancet, ce Conflict, Health and Displacement. Moi, je suis un des Young Scholars. Et la relève. Et je voudrais juste vous demander comment vous voyez, qu'est-ce que vous souhaitez voir dans ce rapport de commission qui va être peut-être publié à la fin de cette année ou l'année prochaine, qui sont vraiment des recommandations pour améliorer le système humanitaire pour la santé. Est-ce que vous avez des souhaits, des désirs de comment le système peut être amélioré? Oui, qu'est-ce que... C'est une question qui est difficile parce qu'en fait, on a commencé ces travaux-là avant les coupures incroyables des Américains
dans l'écosystème de l'aide internationale. Donc, je pense que nous, il faut faire quand même une revision par rapport à ça. Mais c'est sûr que il y a quand même des... moi, je ne suis pas sur tous les groupes, mais on est sur le droit international humanitaire. Et est-ce que ces principes-là continuent aujourd'hui? Est-ce que ça joue toujours? Et est-ce que c'est toujours le point d'ancrage pour pouvoir apporter de l'aide, des soins, des secours en situation de déplacement et de conflit? À Neuchâtel, on ne s'entend pas complètement. Je pourrais juste vous dire ça. Donc, on est en négociation par rapport à ça. Et oui, c'est ça. Donc, moi, je suis peut-être la voix la plus, la plus dissidente par rapport à ça. Parce que je crois qu'on devrait être non complaisant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Puis je suis pas sûre qu'on va être capable de l'articuler de façon intéressante et convaincante, mais à voir. A work in progress. J'en profite parce que comme vous parlez de votre assiduité à la vérité et le fait de ne pas être complaisant, je voudrais quand même que vous rappeliez l'anecdote que vous avez eue avec Barack Obama, quand même, parce que c'était par rapport à la recherche de la vérité sur ce qui se passait à Kunduz. Et donc, vous avez cet appel avec Barack Obama. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Qu'est-ce que Barack Obama recherche et comment surtout ça se termine? Bon. Ben, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que initialement, après les frappes aériennes sur l'hôpital de Kunduz, le centre de traumatologie, il y a eu ce qui étaient mes proches conseillers ont reçu des appels de l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Samantha Power, qui voulait me parler. Et là, mes conseillers ont dit, ne réponds pas à ton téléphone. Donc, du coup, la Maison-Blanche a appelé mes conseillers et ils ont dit non, notre présidente n'est pas disponible parce que nous, on planifiait une conférence de presse pour demander une investigation indépendante. Et là, ils ont dit non, mais vous ne comprenez pas. Notre président Barack Obama veut parler à votre présidente Joanne Liu. Oui, on a très, très, très bien compris, mais elle n'est pas disponible. Donc, et parce que nous, ce qu'on faisait comme calcul, c'est que on s'était dit, si on parle au président des États-Unis avant la conférence de presse, il était pour dire à tout le monde, hey, je me suis entendu avec la petite docteur Liu, tout est arrangé, ça va bien, on continue comme d'habitude. Donc, nous, on avait décidé non. Et donc, on a refusé de faire l'appel avant la conférence de presse. Ça s'est fait après. Et c'était vous savez, toutes ces rencontres-là, et une partie du livre, c'est un peu ça, ça raconte un peu les coulisses quand on est à des hauts niveaux. Et c'est relativement pas mal chorégraphié. Et donc, lui essaie de me faire dire, bon, premièrement, il donne ses condoléances. Deuxièmement, il me dit qu'il va faire une investigation. Et donc, moi mes talking points étaient simples. C'est j'étais pas pour m'effondrer sous le charme de Barack Obama et de me confondre en remerciements. J'étais pour faire juste accuser-réception de ses condoléances. J'étais pour lui dire que nous, on soignait tout le monde, incluant les combattants blessés. Puis 3, je lui demandais une investigation indépendante. Et donc, on s'est rendu compte qu'après quelques minutes, que la discussion allait nulle part. Et donc, à un moment donné, comme on dit, nous, moi, j'aime bien le sport. Hein. Donc, j'écoute le hockey, j'écoute le baseball. Donc, j'ai envoyé ce qu'on appelle un curveball. Je lui ai dit, Monsieur le Président, le prix Nobel a un autre prix Nobel. Vous devez championner le droit international humanitaire. Et donc, il n'a pas trop réagi à ça. Puis du coup, à la fin, j'ai mis fin à la conversation. En fait. Et là, c'est après ça ce qu'on m'a dit que c'était pas à moi de mettre fin à la conversation, c'était au président des États-Unis. Bon, en fait, si vous n'avez pas encore lu le livre, je pense que ça vaut la peine, entre beaucoup d'autres choses, de lire cet épisode où Joanne a accroché le téléphone au nez d'Obama. Et c'est quand même assez mythique.
comment on ne peut pas être impressionné par quelqu'un comme ça? Je sais. C'est banal pour toi, mais franchement, il ne l'est pas. Et je pense qu'on a une toute dernière question prête. Après, je vous laisse aussi poser des questions qui sont venues au cours de la discussion. Hein. On a le temps. En effet, avec cette anecdote, ça relie ma question. Vous dites dès le début de votre livre que vous voulez parler de MSF, pas de vous. Et c'est ce que vous faites. Toutefois, il y a cette question qui reste en toile de fond pendant la lecture de votre livre. Vous êtes une femme à la tête de cette énorme organisation internationale et vous tenez tête face à d'autres dirigeants internationaux pour défendre la dignité humaine. Est-ce que le fait d'être une femme a influencé votre expérience comme présidente de MSF? Est-ce que vous avez fait face à des stéréotypes? C'est lui qui soupire. C'est sûr qu'on fait face à des stéréotypes et et je me rappellerai toujours d'une réunion parce qu'après l'Ebola, et je vais répondre par cette anecdote-là parce que ça m'avait quand même frappé. On avait été demandé par Angela Merkel d'aller faire une réunion avant le G7 en Allemagne. Et elle avait réuni toutes les gens qui avaient été très impliqués avec l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Donc, il y avait Peter Piot, il y avait Bill Gates, Jimmy Farr de Wellcome Trust, il y avait une douzaine de personnes. Donc, autour de la table, il y avait 12, 13 personnes. Il y avait peut-être 15. Je ne me rappelle plus exactement, mais il y avait juste 2 femmes. Il y avait l'ambassadrice du Ghana à Berlin, puis il y avait moi. Moi, j'étais vis-à-vis Bill Gates. Bon, dans un premier temps, quand on m'a invité, j'ai dit, je ne peux pas y aller. J'ai dit, je suis dans un avion, je ne peux pas. On me réécrit, on dit, vous savez que Bill Gates a changé son agenda. Ah, laissez-moi regarder mon agenda encore. Et donc, finalement, j'arrive à temps pour le meeting. Et à un moment donné, le Sherpa, parce que c'est le Sherpa qui prépare le G7 pour la chancelière Angela Merkel, il vient nous dire c'est quoi en sachant qu'on faisait ça pour Bono, c'était quoi nos responsabilités par rapport à ce meeting-là? Moi, j'étais comme, franchement. Et là, une fois qu'il a dit ça, je le regarde avec un grand sourire, puis je lui dis, maintenant, vous avez exposé vos attentes par rapport au groupe d'experts ici. Est-ce que moi, je peux vous exprimer mes attentes envers le G7? Et là, je lui demande que c'était vraiment important que la réponse aux épidémies / pandémies demeure tout ce qu'on fait au niveau recherche soit du bien commun, un bien public et que ça ne soit pas complètement pris par le privé. Et là, le Sherpa me regarde, mais en ne me regardant pas forcément, regarde la personne à côté de moi qui est le directeur de Wellcome Trust et dit « Is she right? Est-ce qu'elle a raison? » Et là, le gars dit She's so right. Et tout d'un coup, je me suis mis à exister autour de la table. Et ça, c'est 2015. C'est chouette, hein? Donc, c'est juste pour vous dire que ça arrivait tout le temps. Moi, je m'en offusquais pas. Mais c'est parce que si on s'offusque de ça, on pense ça va trop nous contraindre. Mais oui, ça arrive encore, malheureusement. Merci. Merci beaucoup. Avant de passer la parole au public, est-ce que vous avez des autres questions qui sont sorties pendant la discussion, des souhaits, des partages, des commentaires? Ou vous avez le temps aussi après, je pense. Moi, je voulais juste encore faire un commentaire, que je trouve que c'était vraiment fantastique à travers votre livre de pouvoir rentrer dans ces coulisses des négociations internationales auxquelles on n'a pas accès. Et en effet, avec cette authenticité, cette transparence que vous avez, c'était vraiment magnifique de lire ça. Merci. C'est exactement la même chose qu'Elsa. Je trouvais que vous étiez. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi critique et aussi honnête avec vous-même et l'organisation MSF. Pour moi, personnellement, je pensais que l'humanitaire, c'est tout le monde autour d'un feu de camp et on chante et on est tout heureux. C'est une image que j'ai et l'image que je voyais que c'était politique, que je voyais des clans et que je voyais que ça s'entre-déchirait sur des questions. On va peut-être pas parler du cas de Dr Khan, qui est décédé, pour lequel il y a une grosse question éthique qui a vraiment bouleversé les MSF et même l'OMS. Mais je trouvais vraiment que c'était terriblement honnête, ce livre, et pour ça, je vous remercie.
Donc, je pense qu'on peut ouvrir l'espace pour des questions, à la fois les participants ici ou des questions en ligne. Y a-t-il des questions dans la salle? Donc, il faut parler dans le micro pour les gens qui sont sur Zoom aussi. Bonjour, merci beaucoup pour cette conversation très intéressante. Dans votre livre, vous dites que le mouvement humanitaire est en cours de changement et devient de plus en plus anticolonial, antiraciste, inclusif et diversifié. Et comme MSF vient de pays du nord du monde et garde encore ses bureaux principaux là-bas, comment pensez-vous que ces changements peuvent vraiment arriver, si ils peuvent vraiment arriver? Et peut-être aussi, si vous auriez un conseil pour nous, européennes, blanches et privilégiées aussi, qui voulons travailler dans ces domaines en respectant ces nouvelles, j'espère, nouvelles directions. Merci pour la question. Oui, je pense que c'est sûr que ça va être un passage extrêmement difficile pour Médecins sans frontières. Ça l'est toujours, mais pas juste pour nous, hein, pour toutes les organisations qui ont un ancrage occidental à quelque part. Et je crois que ça va se faire difficilement pour la raison la plus simple que c'est un transfert de pouvoir à quelque part. Et il n'y a pas personne qui aime céder le pouvoir. Donc, ça va vraiment se faire dans le déchirement et difficilement. Et c'est un peu à nous d'accompagner ça, mais ça ne sera pas facile. Clairement, ça ne sera pas facile. Par rapport en tant qu'individu qui privilégié, moi, je me dis toujours qu'on a un devoir d'être allié par rapport à nos collègues des bas et moyens revenus ou ce qu'on appelle du Global South et qu'on n'a pas besoin de se mettre en avant. C'est comme moi, je dis toujours, je n'ai pas besoin d'avoir mon nom sur une énième comme premier auteur d'un article. Je mets mes collègues en avant. Comme récemment à McGill, à un moment donné, on a fait une réponse pour un appel pour un don pour du financement. Et je savais que si le don passait à travers mon université, il était pour avoir on appelle ça, mais des frais de prix qui allaient jusqu'à 30%. J'ai dit, mais ça n'a aucun sens. Donc, je dis, on va faire transiter directement à notre partenaire en Afrique du Sud. Et on verra si après ça, il y a un refinancement vers nous, si nécessaire. Mais ça, j'ai failli perdre ma job là-dessus. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, il faut acter ce qu'on dit. Et ça a un coût. C'est sûr que ça ne sera pas sur votre CV, ça ne sera pas vous qui va avoir votre nom sur le grant. C'est comme ça. Mais si on ne fait pas ça, ça ne se passera pas. Donc, la balle est un peu dans notre camp, en partie, pas complètement, mais moi, je dis, on a le devoir d'être alliés. Moi, c'est ça que je me donne en tout cas comme objectif. Merci beaucoup. Autre question. Claude François. Bonjour, merci pour votre intervention, c'était absolument passionnant. Je suis médecin de santé publique. Ce qui m'a frappé, c'est que vous avez écrit un bouquin et puis 2 fois dans la présentation, au moins 2 fois, vous avez utilisé le terme contre-narratif. Est-ce que vous avez le sentiment que comme soignant, on a appris à se battre contre les maladies, mais on doit maintenant aussi entrer dans une guerre des mots pour résister à toutes les pressions et les manipulations qu'on doit affronter? Oui, enchantée, puis merci pour la question. C'est absolument, absolument. Puis je pense qu'avec la COVID-19, on l'a tellement vécu avec la désinformation, avec les espèces d'informations parallèles ou alternatives que les gens auxquels et où les gens qui ne sont pas dans le milieu de la santé se sentent complètement démunis. Donc, oui, on a un rôle, en tant que médecin, en tout cas, qui est important. Puis moi, en tout cas, une chose que je disais, en tout cas au Canada, c'est que aussi parce que ce qui a beaucoup nourri aussi la méfiance par rapport notamment au milieu médical, en tout cas au Canada, moi je ne sais pas c'est quoi la situation ici en Suisse, c'était que le fait qu'il y a beaucoup de médecins qui ont parlé au-delà de leur niveau de compétence. Et ça, moi je crois qu'on doit se garder une gêne. On parle
dans notre champ de compétences et après ça, on décline quand c'est pas notre champ de compétences. Et je trouve que il y a tellement eu de médecins qui ont été au-delà. Je vais me faire crucifier chez nous, mais c'est pas rediffusé au Canada, ça, là. Donc, mais je trouve que c'est important. Et de le dire, c'est tout simplement. Mais oui, on a un rôle, mais c'est important aussi de savoir c'est quoi nos limites. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Joanne. C'est évidemment remarquable comme d'habitude. Moi, je voulais savoir comment ton livre a été accueilli lorsque tu le présentes. Il semble que, depuis 6 mois ou un peu plus, il y a une espèce de décomplexion totale de la parole avec des choses qu'on ne pensait jamais voir, des humiliations à la télé, de présidents, de chefs d'État, etc. Est-ce que toi, tu as vu ce changement aussi dans la façon dont ton livre est accueilli? On a dit au tout début que tu n'as pas pu le présenter dans une université. Est-ce que ça t'est arrivé une autre fois? Comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir le fait que justement on garde ce genre de débat ouvert? Parce que finalement, moi j'ai l'impression que le risque principal, c'est que nous-mêmes, on s'auto-censure. Et dans le domaine du VIH, alors d'où je viens, c'est assez clair. On n'ose même plus envoyer un grand où c'est marqué transgenre parce qu'on sait que ça ne va jamais aller et que peut-être que l'université qui avait l'ambition de travailler avec une autre université aux États-Unis pourrait jamais se faire financer. Donc, comme tu disais, il faut commencer par soi-même. Mais je pense que le pire, c'est quand même l'autocensure, le pire, c'est-à-dire de ne pas essayer d'aller de l'avant. Et donc, ton livre, c'est un formidable outil, finalement, de conviction, de témoignage, d'aller vers l'avant, de faire cette plateforme de science citoyenne, je trouve. Et je voulais savoir comment toi, tu vois ce climat actuel et comment tu le vis, puisque ton livre était sorti avant ce nouveau climat de santé mondiale, si je peux appeler ça santé mondiale. Merci. Juste un mot pour l'accueil. Bon, c'est pas facile à vendre un livre comme ça. Hein? Bon, l'Ebola, les bombes et les migrants. Bref. mais attendez, mais je me permets. Hein. Mais vous savez, ça m'a pris 6 mois à trouver la couverture, où là, je me suis battue avec mon éditeur pour pas qu'il y ait une petite photo d'un petit enfant tout triste dessus. J'ai dit quand même, on est à une autre étape collectivement. Et donc, c'est un peu le chaos, mais vous savez, c'est vers le vert, donc c'est pour l'espoir. Donc, j'arrête pas de dire aux gens, il y a quand même de l'espoir dans mon livre. Donc, il était accueilli relativement correct. Et en fait, ça a quand même encore une résonance, même si on a l'impression que, par exemple, quand on parlait des bombardements sous hôpitaux, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, on est comme à des années-lumière à quelque part, mais les gens trouvent que c'est un repère qui est intéressant. En tout cas, par rapport à ça. Et que c'est important comme on dit chez nous, d'appeler un chat un chat. Après ça, c'est sûr que c'est pas une bonne carte de visite, ce livre-là. Donc, moi, je suis très contente que vous m'avez accueilli, mais aux États-Unis, aujourd'hui, moi, ça va être difficile pour un certain temps, parce que, pour la petite histoire, j'étais supposée aller faire une présentation à l'Université de New York où c'est mon alma mater et j'ai été annulée parce qu'on disait que mes propos pouvaient être perçus comme antisémites ou antigouvernementales. Et ça sera ça, ça va être ça dans cette séquence-là. Et je crois que moi, j'ai écrit beaucoup là-dessus suite à mon annulation et je crois que, en tout cas, moi, comment que je vois ma job comme académique, c'est de s'assurer que dans mon université où je suis professeur, autant McGill qu'à l'Université de Montréal, qu'on préserve la pluralité des arguments, des propositions et des lignes de pensée. Et il faut se battre pour ça. Et il faut créer des espaces où les professeurs ainsi que les étudiants se sentent en sécurité. Donc, chez nous, on appelle ça des safe spaces, là. Mais je pense que c'est important. Et je crois qu'il faut absolument
repousser l'idée de lisser tout en évitant des mots et en nommant pas les choses. Et d'accepter qu'il y aura peut-être un prix à payer, mais moi, je ne suis pas pour lisser les choses. Je crois qu'il faut des aspérités aux choses, je crois qu'il faut avoir du relief, sinon on n'avancera pas, puis sinon on va être dans une chambre de résonance qui va être absolument fausse. À propos de chambre de résonance, ceux qui sont sur Zoom, comme on ne vous voit pas, si vous voulez prendre la parole, je crois qu'il faut que vous la preniez, c'est-à-dire que vous mettez en mute et que vous posez une question, quitte à nous interrompre un peu, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions Bonjour. dans la salle. Oui, Moi, j'ai une on question on vous entend alors. Bonjour, Léna Després, merci beaucoup pour cet échange. Peut-être que vous pouvez aussi vous présenter vu qu'on ne vous voit pas. Oui, pardon. Je suis médecin au SSEJ, au service de santé de l'enfance et de la jeunesse. Je travaille du coup avec les enfants dans les écoles. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Un peu mieux, merci. Ma question, c'est avec ce que vous avez discuté par rapport à Gaza, notamment à la situation humanitaire à Gaza, la reprise actuellement, la distribution de matériel humanitaire par les entreprises privées américaines et la Gaza Health Foundation. Est-ce que le droit international humanitaire, est-ce qu'il y a une suite à l'humanitaire après Gaza? Alors, on a mal compris la question. Répétez votre question une deuxième fois, on vous entend très mal en fait. Hein. Parlez très fort, très fort et répétez votre question s'il vous plaît. Quelle est la suite ou le futur pour le droit international humanitaire et les actions humanitaires après Gaza et notamment avec la reprise de la distribution d'aide humanitaire par des entreprises privées? Donc, quelle est la suite de l'humanitaire après Gaza et notamment avec le recours à des entreprises privées pour l'aide humanitaire? Quelle va être la place de MSF? Quelle va être la place du CICR dans Gaza? Après Gaza, j'imagine aussi, de façon générale, après l'épisode de Gaza. Arnold fait une deuxième traduction. Non, je ne sais pas si la question est dans Gaza même ou dans l'écosystème humanitaire et les crises de façon générale, mais je crois que l'humanitaire va être là encore pour un certain temps, mais je crois que on a quand même été dans un cas de figure où on n'a jamais été aussi freiné et aussi bloqué que dans ce contexte-là. Et pour lequel on s'est rendu compte que les leviers qu'on avait et qu'on utilisait habituellement ne fonctionnent pas. Et pour moi, il va y avoir un avant et un après Gaza. Donc, oui, moi, je suis d'accord qu'il va y avoir un avant et un après, pour différentes raisons. Mais notamment, parce que moi, je suis dans d'autres organisations internationales qui sont dans la médiation et négociation de paix, notamment. Et quand on va voir des grandes nations comme la Chine, on leur parle de leur communauté des Ouïghours, ou quand on est au Myanmar avec les Rohingyas, ils nous disent toutes, les gens de l'Occident, vous ne commencerez pas à nous faire des leçons de morale quand même. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir un avant-après, parce que les repères sont complètement perdus aujourd'hui et je ne sais pas par quoi ça va être remplacé. Je crois que les gens vont encore continuer à militer pour l'accès aux patients avec certains principes humanitaires. Mais je crois qu'on a fait tellement, c'était tellement
est tellement un sabotage actif par rapport à l'accès humanitaire que ça crée un précédent. Et pour plein d'autres raisons, il y a des gens qui vont évoquer le droit à l'autodéfense, le droit à ci, à ça, qui va faire qu'on va freiner l'aide humanitaire dans un futur. Donc, moi, je trouve que le futur va être difficile, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, mais il y a un énorme précédent qui est mis sur place. Après ça, le rôle du privé, bon, on l'a vu hein, dans la distribution de bouffe quand même, très, 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 très ordinaire. Puis c'est un euphémisme. Et il y a quand même un savoir-faire dans l'humanitaire qu'on ne peut pas nier. Ça ne veut pas dire qu'on a les réponses à tout. Ça ne veut pas dire non plus que le privé n'a pas un rôle. Donc, je pense que c'était un peu, c'est le Great Bargain, c'était l'idée, hein, quand on a fait, c'était l'idée par rapport à ça, de voir quel était pour être le rôle du privé. Comment ça s'appelait dans le Great Bargain? C'était l'initiative de Ben Ki-moon à la fin de son mandat. Bref, ça ne l'a pas livré où est-ce que ça livrait, mais je crois qu'on est à un point de rupture. Je ne sais pas comment on va se réinventer, mais pour l'instant, on n'a pas encore atteint le fond du baril. C'est ça qui est malheureux. Merci. Il y avait une autre demande de question. Alors moi, je voudrais dire merci en tout cas pour ce partage où on peut lire vraiment beaucoup de courage, de militantisme et aussi des convictions. Mais je pense que cette lutte demande aussi parfois à beaucoup se donner, voire ça peut épuiser. Alors ma question, c'est de savoir comment vous arrivez à vous ressourcer ou à trouver des nouvelles inspirations pour continuer. Et l'écrivain des livres. Non, mais je me rappelle quand j'étais présidente internationale, mon adjointe administrative me disait toujours, quand les gens te demandent life balance, la balance, elle dit, va pas leur dire que tu fais des trucs équilibrés parce qu'elle dit, c'est pas vrai. Mais j'essaie quand même. Mais où est-ce que je me ressource? Bon, c'est sûr que moi, j'ai mes entreprises, j'appelle mes pas des entreprises, mais ce que j'appelle mes pet projects. Donc, j'ai des projets à côté. Donc, c'est sûr que je fais beaucoup de sport. Tous les jours, j'en fais. Ça, c'est une chose. Mais je suis une grande militante, en fait, aussi, la contribution de l'art dans nos combats citoyens. Et je dis toujours qu'il n'y a pas d'une révolution qui s'est faite sans la part des arts. Et donc l'art a une grande partie, autant aller voir de l'art que d'en écouter. Et donc, ça fait aussi partie de mon ressourcement. Et comme j'en parle à un moment donné dans mon livre, parce que quand je suis rentrée des centres de détention au début où j'étais profondément troublée, j'avais dit à un copain qui est un ami suisse, un médecin ici que certains d'entre vous probablement connaissent, et j'avais dit, fais-moi voir de la beauté parce que je ne crois pas que je pourrais croire encore en l'homme et son humanité encore. Et donc, on m'a emmené dans les plus beaux paysages de la Suisse. On est allé voir une exposition d'art dans une fondation et on a marché dans les forêts. Mais tout ça pour dire que ça fait partie de mes ressources, la beauté de ce monde. Et je dis toujours que l'art, c'est la plus belle incarnation de l'humanité de l'homme. Tu me fais penser, Johan, à ce que Beat Stoll nous a apporté. C'est un musicien, Beat Stoll, ici aussi, et médecin, mais il nous a dit pendant le Geneva Health Forum que au lieu d'arrêter les orateurs qui sont un peu trop longs quand ils parlent, on va faire un peu de musique. Et puis, à un certain moment, la musique va être de plus en plus forte. De toute façon, on n'entendra plus l'orateur. Et ça marchait très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
en ligne aussi. Prenez la parole comme l'a fait tout à l'heure la précédente oratrice. Et en attendant quelques questions, puis peut-être je peux poser une petite question personnelle, dans le sens personnel à moi, parce qu'à un moment donné dans ton livre, tu dis, et je pense que là je parle au nom de tous les ex-MSF dans la salle et en ligne, tu dis, j'espérais secrètement que l'écriture de ces livres me permettait de me redéfinir comme citoyen du monde sans la variable MSF. Est-ce que ça marchait? Oui, ben, il y a des trucs comme ça. En fait, j'ai eu l'idée de faire un livre parce que je m'étais dit, ce que j'appelle un FBI, une fausse bonne idée. Je m'étais dit, je vais réfléchir, je vais repenser à tout ce qu'on a fait ensemble, je vais écrire. Bon, mais tu sais, la réalité, c'est que Médecins sans frontières, mais comme aussi les gens qui travaillent pour la Croix-Rouge ou pour tout travail comme ça, très engagé, quand tu quittes, quand tu as eu des fonctions pas importantes, mais très, très, très engagées, très prenantes, ben, t'as un hangover après, t'as une gueule de bois, voilà, t'as une gueule de bois, mais, même si je ne bois pas. Et comment on gère ça? Et pour moi, je suis avec Médecins sans frontières depuis 1980, et puis je dis encore, puis même je ne suis plus vraiment officiellement aujourd'hui, ça m'a tellement défini pendant longtemps. Je me dis, mais je me définis comment quand la variable MSF ne fait plus partie de ma vie? C'est comme vous, quand vous allez prendre soit votre retraite ou vous passez à autre chose, ça va être quoi? Ça va être quoi Antoine Fléau sans le Centre universitaire de santé mondiale? On se définit comment après? Et c'est pas évident, hein? Et on n'aime pas se projeter dans ce genre de futur-là. Donc voilà, pour moi, en tout cas, c'était un grand deuil. Et je dis toujours aux gens, tant qu'on est engagé comme ça, que ce soit dans vos recherches académiques, que ce soit en santé mondiale, des fois, on se plaint, mais on ne se rend pas compte qu'on a peut-être les plus belles journées de notre vie. Ben, profitez-en. Mais je vois aussi que toi, comme moi, comme nous tous, tu continues à dire nous à MSF. Et je pense que ça, on va pas s'amuser. Sauf que si on se concentre vraiment et on essaie d'éviter, ça ne va jamais changer. Et je pense que c'est un bon signe. Quand même, c'est pas juste un emploi, c'est pas juste un... Autre question. Dernière possibilité avant un petit mot de... Est-ce qu'il y a des autres questions, des autres envies d'échanger, de partager des réflexions sur le livre? Je veux juste savoir, Johanna, quand vous voyez comment est-ce que les choses changent, vous avez parlé de la bascule avec l'arrêt de l'aide, l'USAID et le monde tel que c'est actuellement. Est-ce que vous pensez, au vu, après avoir lu le livre, après vous avez reconnu toutes vos batailles, toutes les missions que vous avez faites, et comme vous voyez d'ailleurs avec la commission qu'on dit qu'il va bientôt sortir sur l'humanitaire, est-ce que vous pensez, après le Covid-19 et tout, qu'on est prêt pour les prochaines épidémies parce que vous dites qu'elles viendront? Bon, répondre à ça devant Alexandra puis devant Antoine. Bon, bravo. Non, mais moi, je pense que ça ne sera pas facile, en fait. Et je crois que même si on connaît plus de choses, parce que comme a évoqué le collègue, c'est que je crois que de façon générale, le public va être plus sensibilisé au sujet, mais je crois qu'on va être plus confus par rapport à ça, parce qu'on ne saura pas où aller chercher l'information, on ne saura pas comment interpréter les données. Et aussi, on a de façon générale, on dit toujours, on bataille toujours la dernière épidémie, pas celle qui arrive. Donc, on essaie de faire du papier-collé de ce qui s'est passé avant. Et si ça se trouve que ce n'est pas un virus qui est aérosol, puis que c'est quelque chose qui se propage autrement, les papiers-collés vont mal se faire. Donc, je crois qu'on est plus sensibilisé, mais je crois que le niveau de méfiance par rapport à la science, le niveau de désinformation aussi, va être
vrai challenge. On le voit, hein, les gens ne veulent pas se faire vacciner. On a un déclin sur la vaccination de base. Nous, au Canada, on parle beaucoup des États-Unis avec leur cas de rougeole au Texas, mais en fait, on en a plus au Canada, en Ontario. Donc, on est dans ce cas de figure-là aujourd'hui. Et ce qu'on a pris pour acquis, ben, ce n'est plus de l'acquis. Donc, va falloir vraiment travailler fort. Et c'est sûr que j'ai une certaine inquiétude. Donc, je pense que c'est important. On dit chez nous se péter les bretelles, mais on n'est quand même pas. On se pète un peu les bretelles par rapport au traité pandémique qui a été voté à l'Assemblée mondiale de la santé jusqu'à un certain point, parce que vu l'ambiance générale mondiale, on s'est dit c'est quand même quasiment héroïque. Cela dit, on n'a pas encore fait l'article 12 qui est sur l'accès aux pathogènes et le partage des bénéfices. Et ça, c'est sûr que c'est par rapport au transfert de connaissances et à la propriété intellectuelle. Donc, ça va être difficile. Et donc, c'est pour ça que je crois qu'on a un rôle en tout cas, les gens qui sont en santé mondiale, on a un rôle d'être accessible, d'être vulgarisateur, de ne pas être donneur de leçons, d'être empathique par rapport aux hésitations citoyennes sur différents propos en santé publique. Et c'est très, très, très important. Moi, je dis toujours aux gens quand ils me parlent, je dis, vous avez raison de poser des questions. Mais vous savez, hein, vous vous rappelez, dans la COVID-19, si on posait une question par rapport au vaccin, on était tout de suite taxé d'antivax. On ne peut pas se permettre ça. Donc, il va falloir avoir un rôle rassembleur et de vulgarisateur. Bon, je pense que Antoine, chapeau bas pour tout ce que vous avez fait. Oui, alors on reconnaît la modestie habituelle de Joanne. Et Arnold, la question était particulièrement pertinente parce que Joanne fait partie de la petite douzaine de personnes qui étaient dans le panel indépendant international d'évaluation de l'action de l'OMS pendant la pandémie de Covid. Donc, en effet, elle connaît bien de quoi elle parle sur ce sujet-là. Moi, j'avais une question aussi pour toi, Joanne. C'est, est-ce que tu penses que, quelque part, on a fait quelque chose de faux? Quand je dis on, je ne parle plus du Covid, nécessairement en tout cas. Je veux dire, est-ce que les démocrates, pas au sens seulement nord-américain du terme, mais est-ce qu'il y a quelque part des erreurs qui ont été commises, qui ont conduit à la situation dans laquelle on arrive dans beaucoup de pays d'Europe, un peu au Canada aussi, beaucoup aux États-Unis et dans d'autres pays, à cette montée des populismes, à cette peut-être rupture qu'il y a entre la vie réelle, la souffrance de beaucoup de gens vulnérables, etc., et une certaine élite peut-être très présente ici. On en est tous ici un petit peu les exemples, malgré nous souvent, mais parfois un peu détachés de ces réalités du terrain, de cette souffrance dont je parle, de ce fait, de cette perdition dont tu parlais, du fait qu'on a l'impression qu'on a perdu des boussoles, mais est-ce qu'on a, nous, une part de responsabilité sans vouloir nous culpabiliser? Ce n'est pas le problème, mais comment tu analyses cette situation? Est-ce qu'elle est juste le fait de sales gosses populistes, parfois d'ailleurs hyper riches et mal élevés, ou est-ce que les gens instruits et souvent de conditions socio-économiques favorables, favorisées en tout cas, ont leur part de responsabilité et laquelle? Faire confiance à Antoine pour poser des bonnes questions. Hein? Bon, c'est pas simple. Mais je vous dirais, en tout cas, par rapport, moi, c'est par rapport à ce que j'ai expérimenté au Canada, pour simplicité là, du propos, je veux dire, dont les gens plus vers la gauche, je crois qu'il y a eu quand même une déconnexion par rapport aux réalités du citoyen moyen, où on a un problème d'accès au logement, où on a une augmentation incroyable de l'itinérance, où un Québécois sur 4 n'a pas accès à un médecin. Et donc, les gens ont trouvé que les
les politiciens de centre-gauche ou de gauche étaient complètement déconnectés de la réalité du citoyen, avec ses préoccupations qui étaient du quotidien et qu'ils ne se sont pas sentis écoutés. Donc, il y a eu une déception telle qu'à un moment donné, les gens disent, mais nous, ça fait longtemps qu'on vote pour vous, puis on n'a pas l'impression qu'il y a un retour sur l'investissement, mais on va essayer autre chose. Et c'est un petit peu ça qui se passe en partie. Donc, pas totalement, mais en partie. Je pense qu'il y a ça, c'est qu'il y a une espèce les gens sont désabusés, ils n'ont pas l'impression de se faire entendre et ils décident d'essayer autre chose. La déception par rapport, elle est énorme. Et de part et d'autre, ils sont perdants encore. C'est ça qui est extraordinaire. Mais nous, on l'a vu, hein, je veux dire, au Canada, on a un gouvernement minoritaire libéral et en fait, c'était un changement de dernière minute avec tout ce qui s'est passé depuis le 20 janvier 2025. Mais il y a quand même une énorme, énorme déception envers nos politiciens. Pour le citoyen qui n'arrive pas à arriver au bout de son mois, qui n'arrive pas à payer le loyer, que les enfants... Nous, c'est quand même un enfant ou 2 enfants sur 10 qui arrivent le ventre vide à l'école. Hein. Donc, on est dans une dynamique difficile et je ne crois pas qu'il y ait une vraie reconnaissance par les gens qui ont les pouvoirs politiques. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut finir un peu avec cette dernière commentaire. Et je vais juste passer un tout dernier mot, surtout pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre et qui peuvent se poser la question, est-ce que je vais le lire? Parce que chaque jour, on se réveille, on écoute la radio, on lit les journaux, la télé, et on est exposé, je dirais, bombardé par des écoles, des hôpitaux, des civils qui sont bombardés régulièrement, des épidémies qui viennent de s'arrêter. On n'est même pas sûr si on a pris quelque chose pour la prochaine pandémie, parce que ce n'est pas si on aura une prochaine pandémie, c'est juste quand. Et une partie de la population dans plusieurs pays, même les côtés plus progressistes, qui expriment des opinions assez négatives sur les migrants. Donc, est-ce que j'ai envie de lire un livre sur Ebola, les bombes et les migrants? Et je pense que la réponse est sur ces parties vertes que Joanne a très joliment décidé de mettre dans la couverture de ce livre, parce que c'est vrai qu'elle nous envoie un message d'espoir positif dans le dernier chapitre, mais tout au long du livre, en disant il ne faut surtout pas baisser les bras. Et au fond de moi, elle nous dit, je continue à croire que la voie à suivre consiste à s'élever, chacun à sa manière et selon ses moyens, et à lutter pour plus de solidarité dans le monde. Seule la solidarité permettra à l'humanité de relever les défis inédits auxquels elle est confrontée. Donc, merci Joanne pour ce message d'espoir, pour nous avoir partagé toutes tes histoires incroyables. Merci à mes co-animateurs. Je pense que c'était une discussion très riche et merci aussi à vous pour la participation, pour les questions. Et donc, merci Joanne.